Si 10 mamans avaient chacune 2 bébés, cela ferait 20 bébés. Si 20 mamans avaient chacune 2 bébés, cela ferait 40 bébés. Si 40 mamans avaient chacune 2 bébés, nous ne klaxonnons même plus dans les embouteillages. Les grandes artères d'entrée ou de sortie de la ville sont si régulièrement bloquées que les retards doivent désormais être inclus dans les temps de déplacement. Cela fait-il partie des conditions de vie en milieu urbain? Les supermarchés ne sont plus fréquentés seulement par les très riches. Mais la montée du niveau de vie s'accompagne aussi d'une montée du coût de la vie. Le coût moyen des achats d'une ménagère s'est accru de plus de 32% par rapport à 1973. Même avec 2 rajustements de l'échelle des salaires en 2 ans, l'inflation demeure, avec la récession économique, la grande préoccupation de tous. La construction de logements subventionnés se poursuit au rythme encore jamais vu d'1 logement toutes les 20 minutes. Il y a pourtant encore 100 000 personnes sur la liste d'attente de la Commission sur le logement et le développement. Aux rencontres avec le public, 60% des problèmes que traitent les députés concernent le temps d'attente pour un logement social. Le nœud du problème réside dans le grand nombre de jeunes mariés qui désirent avoir leur propre foyer, loin de leurs parents, et qui attendent leur tour avec impatience. Toa Payoh, l'une des 7 villes nouvelles. Les piscines de taille olympique reçoivent 6 000 nageurs chaque dimanche. Aux heures d'affluence, il est difficile d'y nager. Pour les loisirs, on s'est aussi tourné vers le nouveau et l'insolite. Dans les 90 degrés de Singapour, un lieu consacré au froid glacial et au patinage, alors que la jeunesse cherche des plaisirs nouveaux et plus coûteux. Il y a eu 300 000 entrées à la patinoire pour les 2 premiers mois. Combien d'autres nouveautés faudra-t-il inventer pour satisfaire nos besoins? Singapour a atteint la situation peu enviable d'un pays assez riche pour s'offrir de nouveaux agréments et suffisamment jeune pour accroître fortement sa population. C'est la jeunesse d'une population qui attend beaucoup, jointe à l'exiguïté du sol qui rend aigu le problème démographique. Il y a 2 200 000 personnes qui vivent sur un coin de terre de 26 000 sur 14. La plupart sont des jeunes et tous aspirent à un niveau de vie élevé. Nous utilisons tous de l'espace. De l'espace pour se tenir, pour marcher, pour construire et pour se déplacer. Plus nos rêves de vie sont larges, plus nous désirons occuper d'espace. Avec un salaire moyen de plus de 3 500 $ par an, nos rêves sont assez grands. Cela veut dire un logement privé, davantage de mobilité grâce à une voiture, une nourriture meilleure pour satisfaire nos exigences, davantage de lieux de loisirs et de villégiature. D'une certaine façon, la crise est déjà là. Embouteillages, prix élevés, longue queue pour un logement et cinéma archi-comble. Ces problèmes d'ailleurs ne vont pas trouver de solution avec le temps, si l'on examine le nombre de personnes dans chaque groupe d'âge. Sur 2 200 000 habitants, près d'un quart sont d'âge à se marier et à procréer. Parce que les parents ont follement procréé dans les années d'après-guerre, il y a près de 500 000 jeunes prêts à se marier ou à commencer une famille. C'est ce grand nombre de gens composant le groupe d'âge critique qui aggrave le problème démographique. Supposons que tous les jeunes couples n'aient maintenant que 2 enfants. Cela signifie tout de même que la population continuera d'augmenter jusqu'en l'an 2030,
année où nous atteindrons une croissance zéro et où Singapour comptera 3,5 millions d'habitants. Mais actuellement, les gens préfèrent encore une famille de 3 enfants, ce qui veut dire une population de 5,5 millions en l'an 2030 et qui doublera tous les 40 ans. Quels effets déroutants auraient sur nos vies quotidiennes et sur celles de nos enfants 3,5 millions ou 5,5 millions d'habitants, si les mêmes 225 000 carrés devaient abriter 2 fois la population existante, ou pire, une population encore plus grande et toujours en hausse. Chang Eng-wing a interrogé l'urbaniste en chef Chua Peng-chi sur ce problème de la répartition des terres avec la perspective d'une population en hausse. Nous avons des plans de rechange pour une population de 4 millions d'habitants. Au fond, le problème est de faire vivre ces 4 millions de personnes, 2 fois le nombre actuel, sur la même superficie. Et les besoins de ces 4 millions ne se compareront pas à ceux des 2 millions parce que les gens seront alors plus éduqués, plus exigeants et plus riches et donc demanderont proportionnellement plus que 2 fois autant d'espace. And better off, and therefore the demands upon land will be out of proportion to the mere doubling of the population. Même avec une planification intelligente de la part des urbanistes d'État à l'échelon national et de la CLD au niveau local, cela voudrait-il dire qu'avec une population de 5 600 000 personnes, Singapour serait encore densément construit? Oui, vous ne pouvez pas l'empêcher. Le développement se poursuivra. Il faudra procurer davantage de logements sociaux, au-delà de ce qui est prévu pour 4 millions d'habitants. Et cela veut dire essentiellement qu'il y aura moins d'espace possédé en privé, que ce soit au sol ou par unité de logement. Dans les quartiers très peuplés, vous risquez d'avoir à retenir à l'avance une salle communautaire pour un mariage ou pour des funérailles. C'est-à-dire que vous devez réserver ces lieux longtemps à l'avance. De même, si vous avez une population nombreuse, 4 millions ou, pire encore, 5 600 000, vous allez peut-être trouver que les terrains de sport sont tous occupés, que les cinémas sont pleins. Si vous voulez aller à la séance de 9h30, cela ne veut pas dire que vous pouvez arriver au cinéma à la dernière minute et trouver une place. Il vous faudra réserver longtemps à l'avance. De même pour les terrains de sport. Et si vous ne vous montrez pas, vous aurez probablement à payer une amende parce que vous aurez empêché d'autres clubs d'utiliser les lieux. Essentiellement donc, cela signifiera une manière de vivre plus organisée. So essentially it will mean very much more organized lifestyles for the people. À mesure que la main-d'œuvre industrielle augmente, il faudra faire passer la priorité à un développement industriel qui nous garantira que davantage de travailleurs peuvent vivre sur un même arpent de terre. De même, nous devons accorder quelques priorités au développement commercial, là où il est reconnu que davantage de travailleurs occuperont la même superficie que si le terrain était utilisé à des fins industrielles. Voilà donc des problèmes économiques liés à l'expansion de la main-d'œuvre. Quel est le rapport entre l'expansion économique et la disponibilité en terrain? Certains économistes croient que si les industries à forte main-d'œuvre peuvent partiellement résoudre le problème de la pénurie de terrain, tout en fournissant suffisamment d'emplois, d'autres industries, par ailleurs, sont essentielles à la croissance économique. Des industries comme la construction navale et la pétrochimie sont considérées comme ayant un fort potentiel de croissance parce qu'elles permettent de perfectionner des techniques servant de base à la croissance économique future. Par contre, ces industries occupent beaucoup de terrain. Singapour a réservé 4 îles aux raffineries de pétrole, mais celles-ci ont encore besoin d'espace pour se développer.
L'expansion de la main-d'œuvre comparée à celle de la population est vraiment spectaculaire. Cette main-d'œuvre est forte aujourd'hui de 850 000 personnes. Si les habitants de Singapour adoptent comme norme la famille à 2 enfants, la population atteindra le chiffre de 3,5 millions en 2030. Ceci veut dire une main-d'œuvre d'1,7 million, soit un accroissement de 850 000 en 55 ans. Avec la préférence actuelle accordée à la famille de 3 enfants, la main-d'œuvre augmentera de 2 300 000 personnes. En gros, cela signifie la création de 17 000 emplois nouveaux par an pendant 55 ans, dans le cas du modèle de la famille à 2 enfants, ou la création de 30 000 emplois nouveaux par an si la famille à 3 enfants se maintient. Quel devra être le taux de croissance de Singapour si l'on veut éviter un chômage massif? L'économie de Singapour devrait se développer à un taux d'environ 8 ou 10%, et je dirais aussi qu'à long terme, ceci deviendra de plus en plus difficile. Dans les premiers stades de développement, il peut y avoir une croissance économique rapide, par suite des changements structuraux, du passage des travailleurs des secteurs les moins productifs de l'économie aux secteurs les plus productifs. La seconde raison qui probablement empêchera Singapour d'atteindre un taux réel de croissance de 9 à 10% pendant 25 ans est la suivante. En même temps que se développerait l'économie de Singapour, le PNB, ou produit intérieur brut, augmenterait et il deviendrait de plus en plus difficile de réaliser un taux élevé de croissance sur une grande échelle. Laissez-moi vous expliquer cela. Si vous prenez une base de 100, il est facile d'atteindre un taux de croissance de 10%, parce que vous avez seulement besoin de 10 unités de plus. Mais si votre économie approche les $1000, vous avez alors besoin de $100 de plus pour atteindre un taux de 10%. En d'autres termes, plus la base est grande, plus il est difficile de la faire augmenter sensiblement. Quels effets éprouverait l'habitant moyen de Singapour si notre population continuait d'augmenter pour atteindre 5 600 000 habitants et si nous ne réussissions pas à maintenir ce taux de croissance réel de 9%? Je pense que l'homme de la rue ne verra pas une augmentation rapide de ses revenus réels ni de son niveau de vie. Ses chances d'obtenir un emploi meilleur seront moindres. Quant à ses enfants, ils auront de plus en plus de mal à trouver de bons emplois. Bien des gens devront peut-être se contenter d'activités secondairement productives dans le secteur tertiaire. People may have to resort to marginally productive activities in the service sector, particularly. Many of them will Beaucoup engage se lanceront dans des occupations telles que vendeurs de rue, cireurs de chaussures, vendeurs de billets ou vendeurs de cacahuètes le long des routes. Le genre d'emploi improductif qu'on associe au sort de beaucoup de pays en voie de développement. unproductive activities that one associates with many developing countries. Une planification intelligente et à long terme de l'utilisation des sols et des ressources humaines peut aider à réduire quelques-uns des problèmes des milieux surpeuplés. Mais le surpeuplement a des effets néfastes sur la santé sociale et mentale d'une population. Bien qu'il n'existe aucune étude de grande envergure établissant une relation entre la densité démographique et les problèmes sociaux, certaines études ont été menées sur les effets du surpeuplement familial, spécialement dans le domaine de l'autorité parentale. Le docteur Riaz Hassan, du département de sociologie à l'Université de Singapour, explique. Tout d'abord, vous trouvez une baisse d'autorité des parents sur leurs enfants. Dans les familles trop nombreuses, les parents ne s'opposent pas aux enfants qui quittent la maison avec assez de force pour les empêcher de partir. Et une fois dehors, les parents ne savent guère ce qu'ils font, d'où un affaiblissement ou une disparition de l'autorité. Ceci a des implications évidentes quant au comportement des jeunes enfants, délinquance juvénile et participation à tout un éveil de groupes sociaux. Juvenile delinquency and the participation in a variety of social groups.
En second lieu, les enfants en général sont particulièrement sensibles au surpeuplement. Et l'un des domaines où ces effets se font le plus clairement sentir est leurs résultats scolaires. Les enfants vivant en milieu surpeuplé ou provenant de tels milieux ne réussissent pas en classe. Cela, bien sûr, ne s'applique pas à tout enfant venant d'une famille trop nombreuse, mais en général, ces enfants obtiennent de moins bons résultats. Do not do well in school. This, of course, does not mean every child coming from overcrowded home, but by and large, the children from overcrowded homes were underachievers. Des études faites sur des animaux révèlent des faits encore plus troublants. Le Dr John Calhoun de l'Institut national de la santé mentale des États-Unis a mené plusieurs expériences sur des rats. Ceux-ci, placés dans un espace limité où ils n'étaient soumis à aucune menace et disposaient constamment de nourriture, se reproduisaient. Après un certain temps, les rats se trouvaient dans des conditions inhabituelles de surpeuplement. Résultat, un taux de mortalité élevé parmi les bébés rats parce que les femelles ne pouvaient plus construire des nids et élever des jeunes. Des combats entre mâles pour contrôler l'espace vital. Des déviations sexuelles aussi, sous forme d'homosexualité, ce qui n'est pas courant parmi les animaux. On n'a encore découvert aucun lien direct à Singapour entre le surpeuplement et les problèmes sociaux. Mais on présume que plus une nation s'urbanise, plus elle attache d'importance à l'existence d'espaces libres pour l'évasion et la détente. Si l'espace résidentiel et de travail devient plus densément construit, il faut procurer des lieux qui compensent cela. Il est facile de voir quel lien existe entre les facteurs sociaux et économiques et les contraintes spatiales de Singapour quand on examine sa croissance démographique. Il y a 225 000 carrés. Le sol de Singapour est bien délimité. Il y a 100 ans, il y avait seulement 100 000 habitants à Singapour. 50 ans plus tard, en 1921, la population s'était multipliée par 5 pour atteindre le chiffre de 500 000. En 25 ans, ces 500 000 sont devenus 1 million. 10 ans plus tard seulement, en 1957, il y en avait déjà 1,5 million. Aujourd'hui, il y en a 2 200 000 et la croissance se poursuit. Pour chaque mort, il y a 4 naissances, un accroissement net de 3 habitants. Et ce coin de terre ne s'est pas agrandi. En un sens, il a diminué. Autrefois, chaque école avait son terrain de jeu. De nos jours, il faut les partager. Autrefois, il y avait beaucoup d'espace pour courir. Maintenant, on se bouscule presque partout. Sur le même carré de terre, la population s'est multipliée par 22 et approche ses limites possibles. Il ne peut y avoir qu'une porte de sortie à cette croissance continue. Et tout se ramène aux bébés. Mais c'est quand on additionne ces bébés que vient le mal de tête. Et ces bébés n'ont jamais demandé de naître dans un monde que ne puisse satisfaire leurs besoins. Au niveau personnel, la naissance est un événement inquiétant. Madame Catherine Soon avait 3 jours de retard quand son mari l'a conduite précipitamment à l'hôpital un soir à 11h30. « 13 heures plus tard, c'était un heureux moment quand leur premier enfant naissait. Et un instant émouvant quand le père vit son bébé pour la première fois.
How are you? Hiya. Should be, I suppose. Is it a boy or a girl? Okay. Could you want to find out for yourself? I can think of one more. Yeah. Has he been naughty? Oh, he's been screaming. Really? Yep. Screaming for the daddy, I think. Well, congratulations. How does it feel to be a father and a mother? Well, as any parent would feel, I imagine, proud and relieved that it's all over. Were you expecting a boy or a girl? Boy. You were expecting a boy? You, Mr. Sun? Yeah, I expected all along that I would be a Would you like your next child to be a girl, or would you like to have another boy? I think we'll see how it goes. We have a responsibility towards the children. I think any parent, any parent should make it a responsibility. Should ensure that the child should have every opportunity in life. Les possibilités d'épanouissement d'un enfant dépendent d'un choix personnel. Planifier une famille est une affaire très privée, décidée entre mari et femme. Il existe un préjugé envers les filles comme héritières du nom de famille, et ceci pousse les parents à essayer d'avoir un garçon. C'est une matière personnelle, mais l'accroissement de population que cause ce préjugé n'est plus une affaire personnelle. Les résultats en sont un fardeau pour tous. Nous sommes en fait tous logés à la même enseigne. Que nous puissions nous offrir une famille nombreuse ou non, chaque enfant riche ou pauvre est toujours pris en charge par la société. Il y a bien des coûts cachés que l'individu ne paie pas directement, tels les $335 que coûte un enfant à l'école primaire et les 570 qu'il coûte à l'école secondaire, ou les $100 millions consacrés aux services de santé. Et plus il y a de citoyens, plus la part de chacun est petite. Il y a ensuite des coûts auxquels on ne pense même pas. Le prix d'une eau propre, du soleil et de l'air pur. Ces biens ne sont pas gratuits. Tels sont les vrais coûts de l'homme en communauté. Une population nombreuse exige plus en matière de services sociaux tels que le logement, l'éducation, la santé. La qualité de ces services est nécessairement appelée à diminuer. La croissance démographique, même au taux actuel, est un problème angoissant. Alors que la plupart des gens affirment qu'ils désirent 3 enfants, la famille réelle atteint plus de 4. Des enquêtes révèlent que les femmes qui ont entre 20 et 30 ans appliquent le contrôle des naissances surtout pour espacer le nombre d'enfants plutôt que pour le limiter. La tâche maintenant consiste à convaincre la population d'abandonner la coutume d'une famille à 4 enfants en faveur d'une famille à 2. À présent, le contrôle des naissances est bien répandu. 3/4 des femmes le pratiquent déjà. Il ne suffit plus de familiariser le public avec les seules méthodes de contrôle de naissance. En plus de son vaste programme de contrôle des naissances et de démographie, le gouvernement a présenté un certain nombre de mesures qu'on pourrait qualifier comme allant au-delà du contrôle des naissances. Elles comprennent, premièrement, des frais d'accouchement plus élevés dans les hôpitaux d'État au-delà du premier enfant. Les tarifs actuels sont de $50 pour le premier enfant, $75 pour le second, sont pour le troisième, et ceci jusqu'à $250. Deuxièmement, la suppression du congé payé de maternité après 2 enfants. Auparavant, les employés obtenaient environ 1 mois de salaire comme congé de maternité pour tout enfant. Troisièmement, l'annulation d'une déduction d'impôt après 3 enfants. Quatrièmement, une priorité moindre dans le choix d'une école primaire après le 3e enfant. Et enfin, cinquièmement, la suppression pour les familles nombreuses du droit prioritaire dans l'obtention d'un logement de la Commission d'État. Abolition of priority for large families in the allocation of housing board flats. Si je peux ajouter une explication ici,
Les mesures sociales de dissuasion que je viens de relever sont surtout des diminutions ou des suppressions d'aides gouvernementales dans le cas d'attitudes de procréation irresponsables. Nous n'avons pas en fait proposé, et j'espère que nous n'aurons pas à le faire, de véritables amendes pour sanctionner un trop grand nombre d'enfants. Présentement, ces mesures de dissuasion sont très complètes. Elles ont déjà donné les résultats escomptés. Cependant, si nous remarquons que nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs démographiques pour 1980, nous aurons peut-être à examiner l'introduction de mesures sociales de dissuasion plus radicales. Un père aime son enfant en lui procurant ce qu'il y a de meilleur, en lui offrant des possibilités d'épanouissement. Mais quel amour peut-il donner si cet enfant est enfermé dans un monde qui ne lui offre rien? De chaque acte d'amour naît une autre bouche à nourrir, un autre emploi à créer et un autre être qui va partager cette île surpeuplée. La crise est déjà à nos portes. Le problème démographique est celui de l'équilibre entre naissance et mort. Accroître le taux de mortalité ou diminuer celui de la natalité. La première solution va contre notre morale, la seconde sûrement dépend de vous.